Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc du coup, on va parler un petit peu de thérapie cellulaire. J'avais divisé mon topo en trois, je le divise maintenant en deux puisque les CAR-T-cells ont été très largement discutés et c'est l'actualité en thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes à l'heure actuelle. Je vais du coup m'intéresser d'abord à ce qu'on fait en soins courants avec l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes sévères et en recherche l'adone-thérapie à la fois en immunomodulation ou en traitement local avec les cellules souches stromales mésenchymateuses qui montrent très très intéressant. Un rappel sur qu'est-ce qu'une autogreffe. Du coup, on fait une chimiothérapie de mobilisation avec de l'endoxan pour pouvoir récolter en périphérie des cellules souches hématopoïétiques au patient par site aphérèse. Le patient rentre à la maison et ensuite on fait un traitement de conditionnement avec des fortes doses de cyclophosphamide, de 12 grammes généralement sur 4 jours, de l'ATG, et ensuite on réinfuse ces cellules souches hématopoïétiques pour, d'une part, éviter une aplasie prolongée et permettre la repopulation, et d'autre part, avec un effet anti-maladie. En pratique, le mécanisme d'action, en plus des fortes doses de médicaments qu'on propose aux patients, c'est la destruction de l'ensemble des clones autoréactifs et de permettre l'expansion de clones naïfs qui vont avoir un effet anti-maladie avec une repopulation lymphocytaire qui se fait entre 9 et 2 ans et un effet thérapeutique qu'on peut observer progressivement sur cette durée-là. Ça a été excessivement développé et décrit dans la sclérodermie systémique. Je vous rappelle cette maladie multisystémique avec des composantes d'une vasculopathie sévère, que ce soit digitale, rénale ou pulmonaire, une fibrose extensive et progressive, cutanée, digestive, pulmonaire, dans un contexte d'auto-immunité. Une partie de ces sclérodermies, les sclérodermies systémiques cutanées diffuses, récentes, rapidement évolutives, ont un pronostic sombre avec une mortalité à court terme sur l'atteinte multisystémique qui peut être importante. Donc c'est cette population-là ciblée pour laquelle les immunosuppresseurs conventionnels ou les biothérapies n'ont pas montré une amélioration de la morbimortalité globale, au contraire de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques par 3 grands essais internationaux randomisés. Le premier, il y a maintenant une dizaine d'années, aux États-Unis, montrant pour la première fois, sur ces formes-là très récentes, très rapidement progressives, une amélioration des épreuves fonctionnelles respiratoires sur la PID de ces patients par rapport au groupe témoin. Du coup, le groupe témoin était traité par cyclophosphamide mensuel pendant 1 an et une amélioration avec de la fibrose cutanée avec une diminution drastique du score de Ronan. En est suivi l'essai européen, 150 patients, 70 patients dans chaque groupe, où pareil, ces premiers résultats ont été confirmés tant sur la peau, où dans le groupe recevant l'autogreffe, ils perdaient 20 points de Ronan contre 8 points dans le groupe contrôle. Ils amélioraient leur CVF, alors que le groupe contrôle l'aggravait. Ils amélioraient la majorité de leurs paramètres de qualité de vie dans le groupe intervention. Et du coup, ça donnait ce type de résultat avec une évolution sans événement ou une survie globale qui était meilleure dans le groupe autogreffe que dans le groupe contrôle, à l'exception faite de la première partie de traitement, puisque c'est des malades qui sont très sévères avec une atteinte multiorganique et à qui on donne des traitements immunosuppresseurs très puissants. Donc, il y avait une morbimortalité
importante liée à la procédure dans les premiers mois, dans les 90 premiers jours, mais au total, à long terme, là vous voyez c'est des résultats à 10 ans, on avait une amélioration de la morbidité et de la mortalité globale, ce qu'ont confirmé les Américains quelques années après, dans un essai qui a tardé à sortir puisque ils avaient prévu 200 inclusions et ils ont été obligés de se rabattre sur 75 au total, donc du coup un essai de plus petite envergure, avec un conditionnement qui était différent puisque le conditionnement dans les CASTI, c'était du cyclophosphamide et de la TG. Et dans l'essai américain, il y avait une irradiation globale avec un peu moins de cyclophosphamide. Et les résultats sont superposables avec une toxicité de la procédure toujours à 6% ici, et dans le groupe transplantation, une meilleure survie sans événement ou survie globale. Ça nous a amené à être de plus en plus exhaustifs et précis sur le screening de ces patients. Donc, l'indication, forme très évolutive, rapide, récente, atteinte multisystémique et encore la recherche très importante des contre-indications puisque chez les patients fumeurs, chez les patients avec une atteinte cardiaque infraclinique ou infra-échographique étaient ceux qui avaient le plus de morbimortalité et du coup on a un screening très important de ces patients avec une IRM myocardique systématique, un cathétérisme cardiaque droit pour démasquer des HTAP avec une charge en sel pour pouvoir apprécier et affiner l'indication et la sélection de ces patients et diminuer la morbimortalité per traitement, ce que dans les dernières études européennes, on est amené à descendre le taux de toxicité entre 4 et 6% de la procédure avec les mêmes bénéfices. Et en fonction des paramètres cardiaques de ces patients, on peut adapter aussi le conditionnement avec des conditionnements qu'on appelle low dose. Ça a mené à faire rentrer dans le PNDS sclérodermie systémique cette indication, donc dans les formes très sévères, diffuses, atteinte pulmonaire progressive en plus d'une atteinte multiorganique et atteinte cutanée sévère supérieure à 15 de Ronan avec une progression sur les derniers mois. Et dans l'ensemble des recommandations françaises, européennes ou internationales, cette procédure a une recommandation de grade A maintenant dans cette maladie sous couvert du screening important de ces patients. Du coup, si on retient les indications, c'est des formes inférieures à 2 ans ou inférieures à 5 ans, avec un score de Ronan supérieur à 15, inflammatoire et au moins une atteinte viscérale sévère, pulmonaire, cardiaque. Et sans contre-indication, que ce soit l'âge supérieur à 65 ans, un tabagisme actif ou des atteintes respiratoires ou cardiaques trop sévères qui ne permettraient pas de supporter la procédure. Deuxième maladie auto-immune, sclérose en plaques, où il y a également un impact sur la santé publique avec cette première cause de handicap sévère non traumatique du sujet jeune, une maladie qui est plus fréquente, avec une forme très inflammatoire qu'on appelle la forme rémitante récessive initiale et des formes progressives, secondairement progressives ou primitivement progressives, chez lesquelles, dans les formes inflammatoires, l'autogreffe également a une place chez des malades résistants à un traitement de haute intensité bien conduit. Vous voyez dans cette méta-analyse d'il y a 4 ans, dans toutes les biothérapies mises sur le marché, et quand on fait un pool des essais de phase 2 d'autogreffe dans la sclérose en plaques, des paramètres de rémission sans activité prolongée qui sont intéressants, ce qui a amené à monter un essai de phase 3 mené à Chicago où 110 patients ont été randomisés. Alors, j'attire votre attention sur cette plaque et je pense que ce qui est le plus important sur la plaque, c'est tous les patients
patients qui ont été récusés, ce qui montre qu'il y a une évaluation très stricte des critères d'indication, qu'on veut des formes rémittantes récessives, avec une activité inflammatoire, avec des nouvelles lésions IRM, et qu'on ne peut pas inclure tous les patients ou proposer tous les patients qui ont une sclérose en plaques pour cette indication. Et ça, les études de cohorte et les études de phase 2 ont montré que dans les formes progressives, dans les formes secondairement progressives, l'efficacité de cette procédure était bien moins importante, avec une toxicité qui était également importante et qui ne permettait pas de le proposer avec une efficacité attendue suffisante. Du coup, 110 patients, 50 patients dans chaque bras, des formes avec une durée de la maladie de plus de 60 mois, un handicap évalué par le DSS entre 3 et 4, donc c'est des patients marchant avec une canne, avec un handicap moteur important, qui avaient déjà reçu de multiples lignes de traitement de la sclérose en plaques, et les résultats sur la progression de la maladie et la durée avant la première rechute. Vous voyez en jaune en bas des patients qui sont stabilisés avec très peu ou pas de rechute à long terme, au contraire du bras contrôle qui était traité à la discrétion du médecin investigateur selon les recommandations actuelles de biothérapie qui avait la MM dans cette maladie. La sclérose en plaques est une maladie mono-organique, et vous voyez la chose très importante à retenir, c'est ce qu'on appelle transplant-related mortality, c'est-à-dire la toxicité de la procédure qui est quasiment nulle, puisqu'elle, dans cet essai randomisé, elle est à 0, il n'y a aucun décès lié à la procédure, et dans les grandes cohortes, les cohortes poulées, on est entre 0 et 0,15% de mortalité de la procédure, ce qui est bien plus bas que dans les sclérodermies systémiques, qui ont une mortalité plus importante de la procédure en lien avec leurs multiples atteintes d'organes. En termes de toxicité en dehors de la procédure, rien de significatif dans cet essai, pas plus d'infections dans les deux groupes, et donc du coup une place sur des patients sélectionnés encore une fois, répondant aux critères de McDonald, de moins de 60 ans, avec un EDSS inférieur à 6, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'ils aient un handicap trop important ou trop fixé, et en échec d'un traitement de haute efficacité bien conduit depuis au moins 6 mois, et avec des nouvelles lésions inflammatoires cliniques et sur l'imagerie IRM. Et là encore, c'est dans les recommandations françaises et internationales la possibilité de proposer ce type de traitement. Et en résumé, sur le registre européen des maladies auto-immunes qui bénéficient d'autogreffe de cellules souches, vous voyez 1875, c'est les scléroses en plaques en Europe qui a la plus grosse cohorte. En France, on autogreffe beaucoup moins les scléroses en plaques que certains pays européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, et 768 autogreffes pour la sclérodermie systémique, et ensuite des indications plus anecdotiques. La troisième, c'est la maladie de Crohn, que j'ai pas abordée ici, mais qui peut bénéficier dans certaines circonstances de forme très sévère d'une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, avec des risques infectieux qui sont très importants dans cette maladie du fait de leur atteinte pandigestive et des translocations possibles. Deuxième partie, donc là on n'est plus dans le soin courant, mais on est dans la thérapie cellulaire de ces maladies auto-immunes pour à la fois de la régénération d'un organe atteint ou de l'immunomodulation pour essayer de modifier le cours évolutif de la maladie. Et là, les cellules stromales mésenchymateuses vont avoir probablement une place à tenir. Donc ces cellules sont connues depuis quelques années, elles ont un aspect fibroblastique et elles ont la particularité de ne pas avoir de CMH de classe 2 à leur surface, ce qui ne nécessite pas en fait de faire un conditionnement ou une immunosuppression avant de les injecter, et elles sont très bien tolérées, ce qui en fait une cellule thérapeutique intéressante. On en retrouve dans le tissu adipeux, la moelle ou le sang de cordon, et leur
efficacité et leur potentiel sont triples. On va dire une immunomodulation, c'est le chef d'orchestre du système immunitaire par un effet paracrine qui arrive à switcher un milieu inflammatoire vers un milieu non inflammatoire et inversement. Des activités antifibrotiques et angiogéniques, ce qui peut être intéressant dans une maladie telle que la sclérodermie, et une régénération tissulaire, notamment ostéoblastes ou chondrocytes, et ce qui en a fait une cible thérapeutique pour un certain nombre de maladies dont j'ai pris quelques exemples, avec un nombre constant et croissant d'essais cliniques de phase 2 et 3 maintenant dans ces différentes maladies. Si on repart de la maladie de Crohn, c'est dans les maladies auto-immunes, une thérapie cellulaire, voire la seule thérapie cellulaire qui a une AMM. Après cet essai de phase 3 pour les fistules complexes de Crohn chez des patients ayant un Crohn stabilisé et en rémission luminale sous anti-TNF ou une autre biothérapie, pour lesquels persistent des fistules généralement et souvent plus de 6 ans de fistules non cicatrisées, des injections de cellules allogéniques mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux ont permis, par rapport au groupe placebo, une cicatrisation à la fois clinique et IRM significativement différente, changeant la vie de ces patients, et ce qui a mené à l'AMM de l'Alofisel, qui est une firme espagnole, dans cette indication, et qui est faite par les gastroentérologues ou les chirurgiens dans ces manifestations spécifiques de cette maladie. Si on revient sur la sclérose en plaques, et là, toutefois sur les formes progressives qui ont un handicap fixé avec un handicap fonctionnel important chez ces patients, les cellules mésenchymateuses issues de la moelle, un essai comparatif, injection intratécale, injection intraveineuse en immunomodulation et placebo, ont montré une diminution du nombre de poussées, une amélioration du score fonctionnel de handicap dans le groupe cellules mésenchymateuses, et peut-être encore des résultats encore meilleurs quand on les injectait en intratécal qu'en intraveineux. Donc, résultats préliminaires intéressants qui amènent à des perspectives. Et il y a un PHRC qui a été accepté cette année sur le sujet, je crois, par l'équipe de Rennes, déposé par l'équipe de Rennes. Beaucoup de littérature dans le lupus, avec ce chef d'orchestre qui est la cellule stromale mésenchymateuse sur la diminution de l'activation B, l'augmentation des macrophages pour nettoyer ces tissus, et quelques équipes chinoises ont montré sur des patients réfractaires en addon-thérapie, des néphropathies lupiques, non seulement une amélioration du SLEDAI, une diminution de la protéinurie, une augmentation de l'albumine sanguine, une diminution des auto-anticorps anti-DNA double brin et une normalisation du C4, avec un essai comparatif sur une vingtaine de patients néphropathie lupique versus endoxan, qui retrouvaient des résultats équivalents en phase aiguë de la néphropathie lupique. Donc, quelques essais de phase 2 et des essais de phase 3 qui sont en cours de recrutement. Un essai français, phase 1 avec des cellules mésenchymateuses issues du centre de Cordon, qui est coordonné à l'hôpital Saint-Louis par le professeur Dominique Farge, et qui est encore en train d'inclure, il me semble, qu'ils sont à la moitié de leurs inclusions. Dermatomyosite sévère, 10 patients avec des atteintes réfractaires, 3e ligne ou 4e ligne de traitement, et une injection de cellules mésenchymateuses à 3 mois avait montré une amélioration des CK qui étaient en plateau chez plus de 65% des patients, une augmentation et une amélioration du score musculaire, une diminution de la douleur musculaire. Là encore, une perspective chez ces patients très fortement cortisonnés et réfractaires, qui ne sont pas rares dans nos cohortes, pour essayer d'améliorer leur pronostic. Et nous allons débuter un essai en ce sens que je coordonne sur Toulouse pour ces maladies inflammatoires musculaires et neuromusculaires.
Et on va conclure sur la sclérodermie du coup sévère qu'on a abordée dans l'autogreffe avec en immunomodulation ces cellules mésenchymateuses, un essai de phase 1-2 qui vient d'être publié dans Lancet Rhumatology, coordonné par le professeur Dominique Farge, sur des patients sévères, avec un Ronan en moyenne à 25, une CVF à 69%, en échec de 2 lignes de traitement, avec des critères de contre-indication à l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, soit par sévérité, soit parce qu'elles étaient hors délai, plus de 5 ans d'évolution de la maladie, et qui a montré jusqu'à 3 mois une amélioration du score de Ronan avec une diminution significative. C'est un essai non contrôlé, c'est 20 patients, une stabilité de la CVF et peut-être une remontée du score cutané au-delà de 6 à 9 mois en faisant peut-être un effet temporaire et la nécessité peut-être de faire de nouvelles injections et un certain nombre de potentiels essais qui pourraient permettre de mettre en évidence certains biomarqueurs de patients qui auraient la possibilité de mieux répondre pour arriver encore à mieux sélectionner ces patients à qui proposer cette procédure. Et un essai de phase 2 va débuter prochainement au centre de Saint-Louis. Ça, c'était sur la même procédure, l'essai chinois qui avait montré une amélioration sur l'atteinte fibrosante pulmonaire sur des patients atteints de sclérodermie. Vous voyez les scanners à baseline en haut et à 12 mois avec une amélioration iconographique parenchymateuse sur certains de leurs patients. À côté de cette atteinte, de cette thérapeutique d'immunomodulation, on peut essayer également d'utiliser ça de manière locale pour essayer d'améliorer une dysfonction d'organe ou une dysfonction ici de la main. L'équipe marseillaise et une équipe américaine de la fraction vasculaire stromale qui contient 36% de cellules mésenchymateuses, donc issues du tissu adipeux, avec des résultats très intéressants en phase 1, qui n'ont malheureusement pas été confirmés en phase 2, que vous avez ici quand ils sont comparés à un placebo. Et les Américains ont mené le même essai avec cette machine qu'on appelle Citori qui fait cette digestion et qui ressort une fraction vasculaire stromale avec une injection dans la main pour essayer d'améliorer la fonction de la main sur des critères de qualité de vie, de critères de la main de Cochin. Ils n'ont pas mis en évidence de différence significative alors que les résultats de phase 1 étaient assez encourageants malheureusement. Là encore, il y a peut-être à sélectionner de manière plus précise les patients pour identifier ceux qui pourraient en bénéficier. Les Italiens, quant à eux, sur les ulcères digitaux, qui sont une des complications sévères et handicapantes de cette maladie, un essai de phase 2 avec 15 patients dans chaque bras, une injection de cellules mésenchymateuses à la base du doigt où était présent un ulcère chronique résistant au traitement contenant des vasodilatateurs dont de l'hyloprost, une injection de cellules mésenchymateuses, et ça, c'est l'incidence de cicatrisation. Traitement standard dans le groupe contrôle avec injection de placebo, pas de cicatrisation, et un rescue avec, chez les patients qui étaient dans le groupe au moment du critère de jugement principal, l'injection de cellules mésenchymateuses et qui arrive à rattraper le groupe précédent en cicatrisation. Et vous avez à côté, en fait, le groupe contrôle où le nombre de capillaires ne bouge pas et le groupe injection après injection où on voit une angiogénèse qui s'améliore sur les doigts de ces patients. Là encore, je coordonne un essai multicentrique qui a pris du retard à cause du Covid, mais qui va débuter d'ici quelques semaines maintenant pour la prise en charge de ces ulcères digitaux chroniques avec un groupe contrôle pour essayer d'évaluer le potentiel de cicatrisation de ces cellules mésenchymateuses issues du tissu adipeux. La même équipe italienne avait également injecté des cellules adipeuses peu différenciées pour améliorer l'ouverture buccale avec une efficacité significative, une essai non contrôlée.
Et sur la même technique, nous avons également obtenu un PHRC qui va débuter dans quelques mois pour essayer de confirmer ces résultats dans un essai contrôlé multicentrique français avec l'objectif d'améliorer le handicap de la bouche de nos patients sclérodermiques. L'ensemble de ces essais dans les maladies auto-immunes et dans d'autres maladies comme le Covid sur les cellules mésenchymateuses retrouvent un profil de sécurité qui est tout à fait acceptable avec quelques réactions frisson hyperthermie à la perfusion, mais aucune signal infectieux ou allergique autre que ça, et donc excessivement bien toléré, encore une fois, sans traitement de conditionnement, avec des perspectives dans un certain nombre de maladies auto-immunes ou autres qui sont encore à étudier. Donc là, je vais passer, puisqu'on en a déjà parlé, et du coup, en conclusion, dans la sclérodermie essentiellement, mais dans les autres maladies auto-immunes, on a un panel thérapeutique qui s'élargit avec les immunosuppresseurs et les biothérapies dont on a parlé, mais également la possibilité de ces thérapies cellulaires. On a parlé de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les cellules mésenchymateuses, les carticelles dont on vient de parler de manière importante, et avoir à la disposition de nos patients ces différentes thérapeutiques en addon-thérapie ou en séquentiel, associées à ces thérapies donc systémiques, des thérapies cellulaires locales pour essayer d'améliorer certains organes ou certaines dysfonctions de manière encore plus personnalisée. Et c'est probablement la médecine de demain pour nos patients. Donc, en conclusion, les soins courants pour la sclérose en plaques et la sclérodermie systémique pour l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, pour laquelle nous avons co-coordonné avec le professeur Farge, le docteur Marjanovic et moi-même un PNDS sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques dans les maladies auto-immunes qui est sorti en octobre dernier après un an et demi de rédaction et qui aborde l'ensemble des maladies auto-immunes, qu'elles soient rhumatologiques et systémiques, qu'elles soient neurologiques, qu'elles soient digestives, avec les indications, ce qu'on peut en attendre et surtout le screening nécessaire et les contre-indications à rechercher dans ces pathologies. Donc un screening important, une discussion collégiale avec une RCP coordonnée par le centre de référence MATEC tous les 15 jours pour poser les indications et rechercher les contre-indications de chez ces patients et des indications d'exception dans d'autres maladies auto-immunes réfractaires. Et enfin, des perspectives dans des impasses thérapeutiques avec des essais cliniques en cours phase 2, phase 3, montrant des résultats intéressants pour les cellules mésenchymateuses et pour les carticelles dont on a parlé juste avant, qui vont venir enrichir notre arsenal thérapeutique. Et pour en savoir plus, on a la journée MATEC le 20 janvier prochain. Vous êtes tous conviés, si vous souhaitez, à l'hôpital Saint-Louis, où on aborde précisément ces thématiques de thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes. Merci pour votre attention.